Vous écoutez la story issue de l'épisode S204 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 11 mars 2021. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Depuis août 2012, le rover Curiosity, envoyé par la NASA, s'efforce de trouver des réponses. Sa mission, initialement prévue pour une durée de 2 ans, se poursuit encore et s'avère prolifique. Il a notamment découvert le lit d'un ancien fleuve, il a aussi décelé de la présence d'azote, corps gazeux indispensable à toute forme de vie. Récemment, il a été rejoint par un autre astromobile. Le 18 février, Perseverance a réussi son atterrissage sur le cratère G0. La NASA a diffusé des images saisissantes de cette séquence, ainsi que des photos, couleurs, dont un panorama à 360 degrés, et un son, le premier enregistré sur Mars. Stéphane Lemouelik, ingénieur de recherche au CNRS, au laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes, spécialiste des techniques d'imagerie pour étudier la surface des planètes, nous explique le fonctionnement et l'intérêt de la plupart des nombreuses caméras et micros embarqués sur le rover. On a différents types de caméras, des caméras qui vont être, dont le but va être de documenter certains aspects d'ingénierie, comme il y a eu beaucoup, et ça c'était une des grandes premières, beaucoup de caméras qui ont été consacrées à l'imagerie de la phase de descente et d'atterrissage. Donc pour la première fois, des caméras ont pris en photo l'ouverture du parachute, par exemple, qui est une phase critique. Ça, on n'avait jamais eu ça auparavant. C'est des caméras d'ingénierie qui ont pris ces images pour principalement aider les ingénieurs à bien comprendre si tous les moments critiques de cette phase se passent bien. À l'avant de l'engin, des caméras ASCAM détectent des obstacles éventuels et optimisent ainsi le déplacement de Persévérance. Ce sont des caméras qui ont un grand champ. Ils ont une focale de 19 mm à peu près. Donc c'est vraiment un très grand angle. Et avec un œil gauche, un œil droit. Ce qui nous permet de faire de la stéréo et donc de pouvoir remonter à la 3D, à la distance des roches qui sont autour du rover. Sur le haut du mât trône la Supercam, fabriquée à moitié par les Français, à moitié par les Américains. Mais à quoi sert-elle concrètement ? Le but de cette caméra, c'est principalement de documenter les endroits qu'on va analyser avec un laser qui est sur Supercam. On tire un laser au sol et puis on va, avec cette caméra, prendre une image avant et après le tir laser pour voir quelle est la zone qui a été affectée par le tir du laser. Une zone sur laquelle on va faire des mesures avec d'autres techniques de spectroscopie. Persévérance bénéficie en fait de l'héritage technologique du rover Curiosity. Les améliorations sont nombreuses, qu'il s'agisse de la définition des capteurs ou encore des types d'optiques utilisés. Sur Curiosity, ces caméras étaient en noir et blanc et le capteur faisait à peu près 1 mégapixel. Là, sur Persévérance, on passe à un capteur qui fait presque 20 mégapixels et qui devient un capteur couleur. Pour les géologues, c'est important d'avoir la couleur des cailloux pour aider à la compréhension. Le champ de vue est également plus large. On va pouvoir faire des panoramas 360 degrés avec seulement 5 images Navcam sur Persévérance. Sur Curiosity, l'œil gauche était un grand angle, donc avec 30 mm de focale fixe, et l'œil droit était un téléobjectif avec 100 mm de focale fixe aussi. La production d'images couleurs va constituer une aide précieuse dans le cadre des recherches scientifiques. On va avoir encore une fois la capacité à avoir des détails extrêmement fins, mais avec en plus la possibilité de voir la couleur réelle des cibles sur lesquelles on va tirer. Et encore une fois, la couleur, c'est des informations supplémentaires qui vont nous aider à interpréter les images en termes de composition. Le fait de disposer de zoom en lieu et place de focale fixe au niveau de chaque caméra permet d'aller plus loin dans la réalisation de vues 3D et donc des rendus de relief. On va pouvoir avoir des paires d'images, œil gauche, œil droit, pris à la même focale. Donc on peut avoir soit une version grand angle, œil gauche, œil droit, soit une version téléobjectif, 110 mm de focale. Ça va nous permettre notamment d'utiliser des techniques de photogrammétrie, c'est-à-dire des techniques où on va reconstituer le relief à partir de ces paires d'images stéréo. Et pour la première fois, un son a été capté sur Mars, un événement considérable. Un micro, et en fait 2 micros, parce qu'il y en a 2 sur le rover, ont pu déjà enregistrer le vrai son sur Mars. Et c'est vrai que c'est une dimension qu'on n'avait pas encore. Donc c'est
assez chargé d'émotions, de fermer les yeux, écouter ces sons. Alors, il faut les mettre sur des bonnes enceintes pour qu'on puisse en profiter et écouter le son du vent, par exemple, sur Mars, dans cette atmosphère raréfiée. Au-delà de l'expérience émotionnelle, l'enregistrement des sons joue un rôle clé dans la recherche scientifique. Étudier très finement le son, les propriétés enregistrées par le micro, ça va nous permettre de remonter à des propriétés physiques de la roche sur laquelle on fait nos mesures. Et on peut également, avec le son, avoir des informations sur l'atmosphère, la pression de l'air dans lequel l'onde sonore va se propager. Il y a derrière une nouvelle science qui démarre, martienne, avec la physique finalement de la propagation de ces ondes sonores. Ils en sont où, Benjamin, des phases de vérification? Alors déjà, on remercie beaucoup Stéphane Le Mouellic pour avoir pris du temps et nous avoir consacré une vingtaine de minutes alors qu'il est en plein encore occupé. Il est au chevet de Persévérance à distance en train de vérifier encore les protocoles et toutes les phases de tests opérationnels avant de lancer véritablement les phases de recherche scientifique. Mais pour l'instant, tout se passe comme prévu, comme il l'espérait. Donc c'est assez prometteur et c'est vrai que le premier enregistrement de son, on l'a senti dans la voix de Stéphane, ça a procuré une énorme émotion à toute la communauté scientifique. La conception de tous ces outils d'imagerie a nécessité 7 à 8 ans de développement et dont la fameuse Supercam qui a été à la fois développée à l'IRA à Toulouse en France et en partie aux États-Unis. Et donc une très belle réussite, un peu cocorico, un peu française, mais c'est vraiment une prouesse technologique. Alors c'est vrai qu'il y a des champs d'application en photo et en vidéo qui sont un petit peu insoupçonnés dans la recherche scientifique. On l'avait évoqué tout à l'heure avec la nouvelle caméra fantôme. Tu t'intéresses à ce genre de sujet, Olivier? Je m'intéresse, oui, mais par curiosité, quand je croise un peu des articles, mais c'est fou en fait. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer ce que ça représente en fait à notre échelle, tu vois. Comme Internet il y a 20 ans, on s'imaginait peut-être mal ce que ça allait devenir. Là, envoyer une sonde sur Mars, ça paraît tellement incroyable, fou et puis hors de portée pour nous, tu vois, qu'on ne sait pas, peut-être dans 50 ans, ce sera normal, on aura déjà des humains peut-être sur Mars, effectivement, mais c'est dingue, voir ces images, je l'ai vu, ce panoramique, j'ai vu ces images, j'ai zoomé dedans, essayé de... On se prend au jeu, en fait, on est comme des gosses, en fait, devant une photographie que tu aurais prise sur Terre, dans un désert, qui paraîtrait tellement anodine, en fait, mais quand tu sais que c'est pris sur une planète, une autre planète, c'est dingue d'avoir ça aujourd'hui. Et j'ai pas encore entendu le son, et le son, j'ai hâte d'aller l'écouter. Oui, comme il dit, il faut y aller au casque ou avec de grosses enceintes et essayer d'écouter ça. Bon, personnellement, je l'ai fait, ça m'a pas procuré énormément d'émotions. J'imagine que quand tu es scientifique et quand tu as élaboré tout ça, ça doit avoir une autre saveur. Mais j'aime bien ton expression comme un gosse. C'est un peu ce que j'ai ressenti, mais j'ai suivi le soir, aux alentours de 22h le 18 février, l'atterrissage donc de Persévérance. Alors que je suis pas scientifique dans l'âme, mais on ressent quand même quelque chose de particulier. On a du mal quand même à réaliser ce que c'est, et ces images de parachute qui s'ouvrent et d'atterrissage, c'est absolument dingue. Et il suffit de suivre un petit peu les commentaires de la communauté scientifique, notamment le CNES en France, et les gens, quand ils en parlent, on sent qu'ils ont des frissons dans tous les sens. Donc c'est absolument un défi humain passionnant.